Bonjour, bonsoir, tout dépendra de laquelle vous regarderez cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode de la trilogie du mercredi parce que voilà, j'ai fait 3 lectures récentes dans 3 genres totalement différents dont j'ai envie de vous parler. Nous aurons donc au menu ce soir une romance universitaire, une fantasy, romantasy et un peu policier, un petit peu thriller horrifique, voilà, un peu huis clos et tout. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec la romance universitaire dont j'aimerais vous parler. C'est Lessons in Faking de Selina May, donc c'est aux éditions Addictive. C'est le premier tome de Holbeck University. Je pense que ce sera de mon point de vue une série avec tome compagnon et pas une suite d'intrigue parce que voilà, à la fin de ce tome là, l'histoire de notre couple est terminée. Ici, coup de cœur. Voilà, je l'ai pas dit, mais j'aurais dû commencer par ça. En fait, c'est un coup de cœur. On rencontre Atalia et Henri qui sont frères jumeaux et leurs parents sont décédés il y a 7 ans. Et depuis, entre eux, c'est un petit peu froid. Voilà, ils ont plus la relation fusionnelle qu'ils pouvaient avoir avant. Henri, lui, brille de mille feux, que ce soit en cours, en sport, etc. Alors qu'Atalia a plus de difficultés et est plus renfermée sur elle-même. Et on va débuter ce roman avec Atalia qui est en dèche de bonnes notes en statistiques. Donc elle va devoir se retrouver à devoir prendre des cours de soutien parce que sinon sa moyenne va chuter et son année n'est pas garantie. Et il va s'avérer que la personne qui lui donne des cours de soutien n'est autre que Dylan McCarthy, qui est un petit peu l'ennemi juré de Henry, son frère, parce qu'il lui a volé un petit peu la vedette au sein de l'équipe de football. On parle ici de football soccer, hein, pas de football américain. Je tiens à préciser parce que des fois ça peut être un détail, mais après il y a un ballon sur la coupe, vous avez compris, vous n'êtes pas bête. Hein. Et quand Henry, notre frère jumeau distant, va l'apprendre, bizarrement, il va être un peu sur les nerfs et un peu en mode dire à sa sœur mais qu'est-ce que tu fais, ça va le faire et tout. Sauf que Atalia, elle va avoir l'opportunité d'avoir un peu l'attention de son frère, donc elle va jouer de la situation et pourquoi pas voilà, faire croire qu'il y a peut-être un petit peu plus que des cours de soutien avec ce jeune Dylan McCarthy. Donc voilà, on est sur une trope un peu enemies to lover parce que Atalia, elle ne peut pas non plus piffrer de base Dylan, donc voilà, c'est un peu enemies to lover. On a du fake dating, un peu proximité forcée avec les cours de soutien, la romance universitaire. Voilà, déjà moi de base j'étais conquise. Et pour moi ça a direct marché. Déjà le premier point qui a fait que ça a marché, c'est qu'on est en direct dans le vif du sujet. On retrouve Atalia qui est complètement perdue et qui va pour son premier cours de soutien et elle fait face à Dylan. Et le point que j'ai vraiment aimé, c'est que le personnage de Dylan vient casser ce cliché du mec star de l'équipe de sport où ce serait lui qui aurait besoin de cours de soutien. Parce qu'en fait ici il est capitaine de l'équipe de foot, mais il est aussi une tête voilà, en cours, notamment en statistique, d'où les cours de soutien avec Atalia. Et j'ai trouvé ça trop bien. J'ai trouvé ça trop bien parce que bah, ça change de voir le garçon en tête forte et la nana un peu en galère. J'ai adoré la relation entre les deux personnages, vraiment. Même s'ils peuvent pas se piffrer, ils sont pas à se clasher pour se clasher en fait. C'est toujours des petites piques un peu bienvenues, faites au moment juste et au moment opportun. Le frère Henry, quand il apprend ça, il a des réactions, mon gars, fais gaffe, tu vas vite devenir red flag. Tu peux pas ignorer ta sœur totalement pour après, dès qu'elle essaie de sortir un peu de sa panade, au lieu de lui proposer ton aide parce que toi aussi t'es une tête, voilà, à un moment il faut accorder ses violons, hein. L'orchestre il est pas bon là. On a en plus de ça, pour venir un petit peu saupoudrer tout, évidemment, qui dit série avec des tomes compagnons, forcément on a introduit un petit peu des personnages secondaires qui vont être un peu intéressants, donc le Friend Family est très cool. Je trouvais que c'était très drôle, c'est pas une romance excessive niveau smut non plus, voilà, il y a quelques scènes mais ça reste correct et puis bah, c'est pas au début parce qu'il faut quand même que la relation se construise et ça c'est pareil, c'est très crédible. Moi ce qui m'a charmé c'est que c'était plus je lisais, plus c'était une vibe série télé américaine quoi, les frères Scott, enfin vraiment j'ai lu ça, j'étais en mode vraiment les frères Scott. Dans ma tête c'était Nathan et Lee un peu inversé, enfin j'étais trop fan, j'ai trop adoré, j'ai passé un trop bon moment. En plus je trouve le livre très mignon, il a un petit afflage, franchement c'est un trop beau brochet, il a des lettres en relief et tout. Non, je le trouve trop génial. Franchement, je lirai la suite avec beaucoup d'enthousiasme. Surtout quand je pense voir qui seront les personnages suivants. Mais là, franchement, Dylan et Atalia, c'est un grand oui pour moi. J'ai ensuite lu le tant attendu sur les réseaux, le premier tome du Royaume d'Oroche. Donc, Le Chevalier et la Phalène de Rachel Gilling. Donc, Rachel Gilling, c'est celle qui a fait la duologie du Roi Berger, donc Une fenêtre sous les ténèbres et les couronnes corrompues ou je sais plus quoi. Enfin, il y avait quelqu'un de corrompu dans le bail.
que j'avais vraiment adoré. J'avais trouvé que pour du young adulte c'était sombre, c'était réfléchi, c'était complexe, c'était pas du tout... on vous sort un truc et puis au final après c'est que des papillons et des happy endings et tout. J'avais trouvé ça vraiment très sympa, les personnages m'avaient beaucoup marqué. Pour le coup c'était une duologie avec un deuxième tome centré sur un autre duo de personnages, mais moi j'avais trouvé que le fait que l'intrigue soit en continu ça m'avait pas dérangé, au contraire j'avais bien apprécié ça. Je vous l'avais dit dans la vidéo des sorties du mois d'octobre, c'est une sortie, si ce n'était pas Rachel Gillick, je ne sais pas si j'y serais allée, parce que c'est vrai que le résumé ne me tentait pas trop. Ici on est dans un royaume où il y a une abbaye, et au sein de cette abbaye on a des prêtresses qui ont pour travail de conseiller les gens qui viennent les voir, leur dire un peu des choses sur leur avenir, en ayant un espèce de rituel de noyade où voilà, elles mettent la tête dans des eaux bénites et elles voient les choses et après elles réouvrent les yeux, elles échangent et tout machin. Et elles doivent faire ce métier pendant 10 ans et après 10 ans de carrière, elles peuvent quitter l'abbaye et aller à la rencontre du monde et faire leur vie et puis voilà. Et un beau jour, il s'avère que le roi et ses chevaliers viennent au sein de l'abbaye pour voilà, demander conseil. Et l'une de nos prêtresses va donc être missionnée pour dire la bonne aventure à ce cher roi. Et entre temps, elle va faire une espèce de pacte avec l'un des chevaliers qui est un petit peu Grumpy Sunshine, on le voit venir. Sauf que quand l'artillerie, l'armée va partir, ses sœurs prêtresses vont commencer à disparaître. Et là, elle va se dire, attends, c'est pas normal, donc elle va un peu courir après les chevaliers et tout pour les rattraper, leur dire, bah attendez, machin. Et donc avec ce fameux chevalier Grumpy Sunshine, ils vont un peu s'allier pour essayer de comprendre le pourquoi du comment les prêtresses disparaissent. Je dois vous avouer que si au départ ça semble un peu complexe dans le résumé, ça ne l'est pas tant dans le livre, heureusement. J'ai pas eu trop de mal à comprendre toutes les subtilités de l'histoire. J'avais peur du côté prêtresse, voilà, parce que des fois ça part un peu vite tiré par les cheveux, où il y a des choses un peu, on comprend pas tout, les magies, les machins. Là je trouve que c'est toujours très bien expliqué. On a pareil un système de cartes et des augures. Enfin, je pense que l'auteur aime peut-être le tarot ou les oracles ou je ne sais quoi parce qu'elle met souvent du coup des cartes dans ses récits. Mais j'ai trouvé qu'ici encore une fois c'était pertinent. Voilà, on va rencontrer 6, donc qui est la prêtresse, il y a 6 prêtresses, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, c'est pas dur comme prénom. Et 6 est une personnage qui ne se laisse pas faire parce qu'on pourrait croire que en fait on a tout un truc de comment ces jeunes filles, jeunes garçons, enfin jeunes personnes deviennent des prêtres et prêtresses parce qu'il y a une origine. Et la particularité de ces personnes, c'est qu'elles ont un voile sur le visage qui cache leurs yeux, etc. Donc voilà, il y a tout un côté un petit peu mystique, une mystification des prêtresses et tout. Donc forcément, quand 6 elle va débouler dans la campagne loin de l'abbaye, les gens vont être un peu en mode la regarder de haut en bas et tout. Il y a ce truc de elle lit l'avenir, donc tout le monde va un peu lui sauter dessus. Enfin, j'ai trouvé que vis-à-vis de tout ça, notre personnage principal réussissait à s'adapter, à s'acclimater, et même si elle marche un peu sur des œufs parce qu'elle découvre le vrai monde, elle est quand même assez dégourdie. Franchement, j'ai été très convaincue encore une fois par les personnages. Le personnage du chevalier, bon il s'appelle Rory, j'aime pas trop le prénom, je vais pas vous mentir, ça fait un peu Fast and Furious, mais c'est pas grave, c'est personnel. Ce que j'ai apprécié c'est qu'il est pas en mode, on dépeint en mode Grumpy Sunshine et puis 10 chapitres plus loin, ça y est c'est bon, il est transi d'amour. Non, il reste vraiment sur sa linéarité de mec un peu sur la défensive, voilà, parce qu'il est chevalier, donc qui dit chevalier dit chevalerie dit des codes. Il est au service du roi, donc il peut pas non plus se permettre tout et n'importe quoi. En fait, j'ai pas trop envie d'en dire parce que on peut vite spoiler l'histoire et je trouverais ça dommage parce que je trouve que chaque petite info qu'on grappille au fur et à mesure de notre lecture viennent lier les choses. Mais je dois avouer que ouais, l'intrigue m'a convaincue. Je m'attendais pas à certaines révélations. Bon, on s'attend à d'autres. J'ai peut-être été moins surprise par ce livre-là que le premier tome, par exemple, du Roi Berger. Mais j'ai passé un très bon moment. Moi, j'en suis la première surprise parce que je pensais pas passer un aussi bon moment. Franchement, j'étais vraiment prise dedans.
Ça se lisait tout seul, franchement la plume est toujours aussi bien. C'est de la bonne fantaisie. Le côté romance n'est pas surexploité, n'est pas mis en avant à outrance à partir du moment où on sent qu'il y a quelque chose entre eux, parce que ça reste très naturel. Enfin, il ne faut pas oublier que notre jeune femme vivait recluse avec ses sœurs à l'abbaye et elle n'avait pas non plus forcément trop de contacts extérieurs. Donc voilà, ses codes sociaux ne sont pas aussi développés qu'une jeune femme de son âge qui vit dans la ville d'à côté pourrait l'être. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait, c'était bien amené, c'était équilibré. Il y a également, alors petite mention spéciale à un personnage secondaire qui est une gargouille, parce que voilà, dans l'abbaye il y a des gargouilles qui sont un peu au service des sœurs, etc. Et la gargouille est trop chouette, franchement elle m'a fait trop rire. C'est vraiment un personnage qui m'a touchée, voilà, je n'en dis pas plus. Mais du coup, quand je vois la fin, pour le coup, la fin m'a un peu émue et m'a donné vraiment très envie de découvrir la suite. Donc franchement, si vous voulez une fantaisie un peu sombre, pas légère dans le sens où voilà, c'est pas bourré d'humour comme on peut en avoir certaines, et bah écoutez, je la recommande vachement. Et enfin fini tout fraîchement hier à minuit 12, j'ai lu C'était notre maison de Marcus Cleaver. Donc pareil, je vous ai présenté ça dans les sorties d'octobre qui me tentaient beaucoup. Parce que moi, vous le savez, qui dit octobre dit lecture ambiance automne légère, mais aussi spooky, parce que voilà, on veut trouver des trucs un petit peu frissonnants. Je vous l'avais dit, Margot en avait parlé dans sa vidéo Wishes qui l'intéressait parce que ça allait être traduit. Ensuite, j'ai vu Sous le ciel aussi en parler parce qu'elle l'a lu en VO. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Résumé très prometteur, car ici, nous rencontrons Eve et Charlie, qui sont un couple de femmes qui viennent d'acheter une maison et qui la retapent, voilà. Et un soir, pendant que Eve prépare la cuisine avant que Charlie rentre pour leur soirée, ça toque à la porte, elle ouvre et elle la fait face à une famille qui se présente comme étant le père de famille, comme étant l'un des enfants qui a vécu dans cette maison quand il était plus jeune. Et donc, comme ils vont déménager loin d'ici, il aimerait pouvoir montrer à ses enfants où il a grandi, voilà, voir ce qu'est devenu la maison, parce qu'elle n'avait pas été habitée, il n'avait pas eu l'occasion. Et donc Eve, peut-être un petit peu, est-ce qu'il faut laisser entrer ou pas, bon, elle va dire oui. Sauf qu'à partir du moment où elle va les laisser entrer, tout va être chamboulé, vraiment il va se passer des phénomènes un petit peu étranges. Peut-être que les choses vont bouger de place et tout, on ne sait pas trop. Donc voilà. Moi, ce qui m'a frappé d'autant plus, c'est que derrière, on nous dit entre horreur psychologique et épouvante, Marcus Cleaver signe un premier roman aussi glaçant qu'efficace. Moi, quand on me dit horreur psychologique et épouvante, je m'attends à être très mal à l'aise. Autant vous dire que j'ai lu avec la lumière bien allumée, heureusement. Mais bon, du coup, mon ressenti, alors c'est pas un coup de cœur comme ça aurait pu l'être, genre j'aurais pu le voir comme un 5 sur 5 ou quoi. En fait, je pense que j'avais des attentes, enfin je m'étais fait des idées de déroulement de l'histoire que ça n'a pas du tout été ça, vraiment ça a pris totalement d'autres chemins, hein, mais on est quand même allé à Rome. Parce que tous les chemins y mènent. Vous savez que moi le côté des gens toquent chez une personne voilà pour dire bah voilà c'est la maison où j'ai grandi, je voulais juste voir ce qu'elle était devenue parce que j'étais dans le coin, ça me choque pas, en soi ça me choque pas. Moi si dans 20 ans mes parents ont déménagé ou ne sont plus là et que j'ai l'occasion de revoir la maison où j'ai grandi, voir ce qu'elle est devenue, j'avoue que je ferai ma picomère et je serai curieuse. En revanche, quand parce que moi au début je pensais en lisant le résumé qu'on était en mode bah c'était un peu un quartier un peu à la Desperate Housewives où voilà les gens ils s'arrêtent devant la maison, ils descendent, ils toquent. Non, pas du tout. Là la maison elle est un peu perdue au milieu des bois, faut vraiment se garer à l'autre bout et après faire genre 5 minutes de marche pour arriver à la maison. Donc déjà j'étais un peu plus frileuse de les laisser rentrer les 5 barjots là parce qu'il est avec sa femme et ses 3 enfants, donc déjà en plus la gamine elle est insupportable, les chiens elles sont insupportables. Parce qu'entre la gamine qui est petite, genre 6-7 ans, et puis les 2 ados là, non merci, vraiment des tranches d'âge que je ne peux pas voir. Au début, ce qui m'a un petit peu refroidi dans les premières pages, c'est que Eve, notre personnage principal, elle est un peu en mode j'ai pas envie de les laisser rentrer. Genre, enfin, je sais pas, t'as juste à dire non, tu fermes la porte et y a pas de livre. Mais bon, elle est un peu gentille et tout, on sent que dans le couple, elle est plus bonne patte et que c'est plus Charlie, voilà, qui, si elle avait été là, elle leur aurait dit bah non, désolé, vous nous dérangez, merci, au revoir. Elle est un petit peu plus bourrue.
Mais donc du coup, elle va dire qu'elle les laisse rentrer pour une quinzaine de minutes, qui se transforment en des heures et des jours. Mais du coup voilà, elle rentre et à partir de là, donc le père va faire des rapprochements entre ah tiens vous avez changé le lustre, nan, nan, nan. Il va raconter des petites anecdotes à sa famille et tout. Et à un moment, la gamine, qui est une vraie Marimé tout, elle pose des questions, elle est chiante, elle est déplacée, va profiter du fait que les gens aient le dos tourné pour aller visiter la cave, alors qu'on lui a strictement dit non. Et elle va en gros jouer à cache-cache toute seule. Et donc là, le père il va dire non bah c'est pas grave, on va attendre, ça va lui passer et tout machin. Dans l'entrefait, Charlie rentre, elle va proposer à la famille de rester dîner le temps que la gamine cesse son caprice. Et puis voilà, après c'est la foire d'empoigne, il se passe énormément de choses, je n'en dis pas plus parce que c'est vraiment un enchaînement d'événements, donc voilà, tous plus loufoques et malaisants et cringe que les autres. Je dois vous avouer que ça a fonctionné sur moi, ce côté malaisant, oppressant, genre de te dire mais en fait c'est qui le zinzin de l'histoire? Est-ce que c'est le personnage qui est zinzin? Est-ce que c'est la personnage qui est zinzin? Est-ce que c'est moi qui est zinzine? Je ne savais plus qui j'étais, donc ça, cet aspect est très bien. Également, il y a un truc, alors je sais pas si je dois le mentionner parce que... est-ce que c'est moi? En fait, est-ce que j'ai envie de me saucer, de me dire que c'est moi qui ai un cerveau et qui est très attentive? Mais il y a une espèce de plan, une espèce de carte, voilà, au début du livre. Et il y avait ces petits points. Et au début, je me dis, est-ce que c'est une erreur d'impression? Vous voyez, genre une petite faute de frappe. Sauf qu'après, à des moments, ils réapparaissent. Et là, mon cerveau met 712 neurones se connectent entre eux, paf, alphabet morse. Alors, peut-être que je gâche un truc, je sais pas du tout. Mais je me suis dit, je vais décrypter. On sait jamais, peut-être ça signifie quelque chose. Ça signifie effectivement quelque chose. Voilà, faut pas être bête, faut pas être sorti d'un cire. Et au final, avec ces trucs-là, j'avoue que dans ma tête, ça a vite un peu fait certains liens. Je dois dire que ce qui m'a dérouté, alors la fin, encore une fois, où est mon cerveau? Qui est-il? Franchement, je vais pas vous dire si elle est ouverte, fermée, happy, sadly, ce que vous voulez. Mais la fin me convient dans un sens, mais voilà, j'en aurais voulu plus. Je reste avec des questions sur Abomination, mais en fait je pense que c'est voulu parce que tout au long du livre on a des questions et on sait qu'on n'aura pas les réponses, mais on peut pas s'empêcher de lire. C'est assez dynamique. Par contre, je dois avouer que, en fait, je sais pas, c'est vraiment, je regarde pas de films d'horreur. Mais j'aimerais pouvoir en regarder, mais je sais que je peux pas parce que là, avec le livre, j'étais en mode ah Seigneur, ah moi il y a un passage avec des fourmis, ah je dirais pas plus, mais iou, je vous jure c'était horrible. J'avais envie, comme tu vois un truc, t'as l'impression après c'est sur toi partout, bref. Je m'attendais à ce que vraiment on soit en mode huis clos et que j'ai pas matière à comparaison parce que je pourrais vous dire c'est un peu Get Out le film, mais je sais pas trop en fait, parce que je l'ai pas vu. Je m'attends à ce que vraiment on soit intramuros tout le temps, tout au long du livre. Et je sais pas pas qu'il y ait des possessions, mais enfin, je sais pas comment expliquer, mais en gros, ça a pas pris les directions que j'aurais pu imaginer pour ce genre de livre. Donc je vais continuer ma quête, donc voilà, du thriller horrifique et psychologique hyper cringe. Mais c'était relativement efficace. Franchement, c'est à la hauteur de la réputation que ça veut avoir. Voilà, je trouve que parfois il y a des pistes qui nous ont été lancées qui auraient pu être peut-être un petit peu plus creusées à mon sens parce que c'est un peu en mode on te balance ça. Mais voilà, je pense que si justement vous faites pas le lien avec les trucs en morse, bah ça vous paraît un peu genre pourquoi on nous dit ça alors qu'au final ça a quelque chose. Et puis voilà, je n'en dis pas plus, mais en tout cas la fin a été pour moi assez percutante. Ma lecture a été vraiment, j'ai lu en 2 jours, enfin en 2 jours parce que j'ai dû faire des pauses pour travailler. Voilà, born to read, forced to work. Mais oui, ça a tenu les promesses que ça avancé. Donc j'en ai été très contente, je vous le recommande vraiment pour la saison. Vous pouvez aller les yeux fermés dans cette maison. Non, gardez les yeux ouverts. Et regardez bien derrière vous et où vous mettez les pieds. C'est donc les 3 lectures que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Donc voilà, on est sur 3 ambiances un peu différentes. On passe du très léger au très anxiogène. Pour le thriller, je ne l'ai pas dit, il n'y a pas de gros trigger warning. Je n'ai pas, il y a un peu de violence. Voilà, après
je pense que c'est un thriller horrifique, donc dans tous les cas, certains thèmes peuvent être vus comme des trigger warnings. Après, dans le 2 Saxus, dans le Chevalier et la Phalange, il y a peut-être un petit peu plus de trigger warning quand même. Voilà, donc faut quand même peut-être se renseigner. Également, ah oui, dans le 2 Saxus, il y a du smut. Voilà, je le dis parce que si c'est. Pour moi, c'est pas un young adulte, vraiment, il y a des scènes quand même, des thématiques sombres, des scènes sombres, et du coup, il y a de la fesse. Voilà, il y a du piment saupoudré à des moments de la lecture. Alors, pareil, ça vient pas dénaturer le truc, ça reste crédible, mais je tiens à le préciser. Donc voilà, j'espère que ces 3 recommandations vont rejoindre votre wishlist. Si jamais vous avez déjà lu certains de ces livres, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, parce que vraiment, si on peut discuter de C'était notre maison, n'hésitez pas. Sur ce, sachez que mon mois d'octobre niveau lecture est toujours génialissime. Je ne sais pas quel dieu est avec moi, mais vraiment, le bilan va être génial. Très long, mais génial, vu comment c'est parti. Donc voilà, en tout cas, moi je vous souhaite évidemment de belles lectures et je vous dis à la prochaine. Salut!